On ouvre l'actu 7 par l'Assemblée nationale qui a adopté à l'unanimité la loi numéro 2025-16 portant vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Une vision ambitieuse qui entend transformer le pays de manière durable. Réunis au palais des gouverneurs à Porto Novo, les députés ont consacré leur séance plénière du vendredi 4 juillet 2025 à l'examen d'une question stratégique. L'avenir du Bénin à l'horizon 2060, en présence de hauts cadres parlementaires et administratifs, des membres du gouvernement ainsi que des experts nationaux. Les élus du peuple ont engagé des réflexions de fond sur les réformes structurelles nécessaires pour orienter le Bénin vers une croissance inclusive, durable et souveraine à long terme. La séance est reprise. À l'ouverture, le député Kamel Ouassagari, rapporteur de la commission du plan, de l'équipement et de la production, a présenté le rapport exhaustif issu des travaux en commission. Dans un environnement économique mondial en constante mutation, la nécessité de disposer d'une vision claire, ambitieuse et partagée du développement à long terme s'impose comme une exigence stratégique pour les États. Elle permet d'anticiper les évolutions futures, de structurer les actions de développement autour d'objectifs cohérents et d'asseoir les bases durables du progrès économique et social. Le gouvernement a engagé depuis 2016 une réforme de fond de l'architecture de planification à travers la mise en œuvre du plan national du développement, des programmes d'action du gouvernement et plus récemment l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi cadre 2024-09 du 20 février 2024 sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Au terme des dispositions de l'article 7 de cette loi, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. C'est en application de cette disposition que le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Ce rapport met en lumière plusieurs axes stratégiques majeurs pour le développement du pays. Il s'articule notamment autour de l'industrialisation, de l'éducation, de la santé, de la transition énergétique, de la souveraineté alimentaire, de la gouvernance numérique et bien d'autres. À l'issue de la présentation, le texte a été soumis à l'approbation des députés. Ceux qui sont pour? Merci. Procuration pour? Merci. Qui sont ceux qui sont contre? Personne. Procuration contre? 0. Abstention? 0. Procuration, abstention 0. Le projet de vision a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des députés présents ou représentés qui ont unanimement salué la pertinence et l'ambition de cette nouvelle orientation stratégique. La nation qui sait où il va inspire confiance, fédère ses énergies et mobilise autour. Aujourd'hui, je pense que adopter cette loi, c'est affirmer avec clarté et audace la direction que nous voulons donner à notre pays pour les 35 ans. Et c'est avec fierté que nous participons. Personnellement, je participe à ces travaux. La première couvre la période 2026-2035 et est consacrée à la consolidation des acquis. C'est très important que, à travers l'adoption de ce document, nous soyons tous engagés à sensibiliser nos parents, à sensibiliser nous-mêmes sur la nécessité que le Bénin, que tout citoyen participe à consolider nos acquis. Les acquis en matière de gouvernance, les acquis en matière de développement, des infrastructures, tout ce que nous voyons ici. Je pense que c'est une bonne démarche. J'apprécie et je souhaite qu'on puisse vraiment mettre en œuvre cette loi et que si éventuellement il y a des propositions meilleures dans le temps, qu'on puisse vraiment intégrer ces propositions et avancer, faire avancer le pays, pas dans le tâtonnement, mais avec une rigueur, une orientation bien précise dans les différents secteurs. Dans le cadre des discussions, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les parlementaires.
Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, représentant le gouvernement à cette session, y a apporté des réponses et des précisions importantes. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo-Vlavonou, a ensuite prononcé l'allocution de clôture. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 4 juillet 2025 la loi numéro 2025-16 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Rappelons que la vision Bénin 2060 prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Elle vient ainsi remplacer la vision Bénin Alafia 2025 arrivée à son terme. Cette nouvelle vision s'inscrit dans le cadre juridique défini par l'article 7 de la loi numéro 2024-09 du 20 février 2024 portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Justement, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, en point de presse, salue ce consensus entre mouvance et opposition autour d'un projet commun de développement. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement de la coordination de l'action gouvernementale, point de presse après l'adoption de la loi portant Bénin Vision 2060. Cette vision qui s'intitule Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Les députés en ont discuté longtemps et in fine, tout le monde s'est accordé pour dire que c'est cet intitulé-là qu'il faut. Et donc, nous avons ancré cela dans la loi qui a été votée tout à l'heure par l'Assemblée nationale. La loi votée ouvre une nouvelle phase dans le parcours du Bénin vers un développement structuré et inclusif, rappelle l'autorité. Désormais, cette vision, donc, à l'horizon 2060, deviendra le cadre de cohérence de toutes les stratégies sectorielles. C'est important. Et certains qui se préoccupaient notamment de ce que sera la place de l'agriculture, par exemple, de l'artisanat, par exemple, retrouveront dans les tests qui vont être publiés la place importante qui a été faite à chacun de ces différents secteurs. Le ministre Abdoulaye Biotchane s'en est félicité tout en expliquant son impact sur le développement national. À cette étape-ci, je veux faire appel à tout le monde pour que dans la dissémination qui va être faite par la suite, chacun s'approprie cette loi qui est désormais votée parce que c'est une loi qui a ceci de particulier qu'elle ne prévoit pas de sanctions pénales. On ne mettra pas quelqu'un à cette étape-ci en prison parce qu'il n'a pas respecté la loi, mais chacun de nous sera gardien du respect de cette loi-là. Et le respect donc de cette loi, notamment par le personnel politique de notre pays, va être le signal que nous aussi, citoyens, nous voulons que les choses soient qu'on appelle conduite de manière différente et qu'on cesse aussi de naviguer à vue. La vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, se décline en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques conçus pour guider le développement du pays sur les 35 prochaines années. Cette vision 2060, les analystes s'en saisissent déjà. Le socio-anthropologue Georges Anangonou appelle à une parfaite cohérence entre cette loi et les projets politiques futurs. Lors des élections à venir, on verra si le projet développé par un candidat bien déterminé correspond à ce que nous nous sommes tracés comme cadre pour aller de l'avant. Le citoyen pourrait sanctionner à partir de là, on dit non, nous avions retenu que Alafia 2060 correspond à notre aspiration en matière de développement. Les gens vont avoir leurs projets de société, différents projets de société d'ailleurs, mais soit doit rentrer dans le cadre global de ce que nous nous sommes fixés, de ce que nous nous sommes donnés comme perspective pour 2060. Si on ne fait pas ça, eh bien, nous allons toujours
arriver dans 10 ans peut-être et voir que ce que nous avons fait pendant 10 ans en réalité ne correspond pas à ce que nous avions retenu. En ce moment, ça fait ce que beaucoup ont dit pour dire la navigation à vue. Oui, ça fait une navigation à vue parce que ce n'est pas rentré dans une stratégie générale. Si on ne fait pas attention, ça restera encore un cadre en papier et que ça n'aurait pas été traduit sur le terrain. C'est vrai qu'il existe des contingences. C'est vrai par rapport à ces contingences-là qu'il y aura des modifications. D'ailleurs, le cadre reste modulable et souple à travailler là-dessus. Je n'en veux pour preuve que la réaction de Rivounete qui disait que bientôt il y aura des réajustements. Tout ce qu'on aurait cherché, c'est que, bon, ces différentes interventions ou bien des réajustements, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, celui qui est là, à des moments donnés, puisse apporter sa touche pour que la théorie devienne la pratique sur le terrain. L'expert en gouvernance Joël Ataï-Guédégbé va plus loin. La vision 2060 doit être encadrée par la loi, évaluée en continu par le Conseil économique et social. On a aussi insisté sur le rôle des partis. Ils sont même considérés comme ceux qui sont fondés à conquérir, à se battre et à conquérir par voie électorale le pouvoir d'État. Ils ont le devoir de s'approprier ces instruments-là. Le devoir de se plier à un minimum de discipline. La loi cadre dit, par exemple, stipule que le président de la République élabore ses programmes d'action gouvernementale en s'inspirant des orientations de développement. On est lié par un minimum. À ce niveau-là, on ne peut pas simplement parler de veille citoyenne. On ne dénie pas le droit aux acteurs de chercher à changer la planification. Donc il y a de la flexibilité à certains moments. Mais à un niveau sectoriel, mieux, la loi cadre oblige à prévoir le suivi-évaluation des politiques publiques et à prévoir les moyens qui vont avec. Le Conseil économique et social doit pouvoir se réinventer, doit pouvoir démontrer son utilité à travers le suivi institutionnel ou en dehors de ce que le ministère du Plan ou du Développement a prévu comme organe et instance. Agapit Napoléon Maforican, consultant politique, appelle à une appropriation nationale. La vision 2060 doit être vécue et portée à la base à travers l'éducation, les valeurs partagées et une stratégie de communication. Il faut une forte dose d'agression visuelle, je mets le mot agression en griffe, mais visuelle, pour que, à force de l'avoir sous les yeux, on se dise c'est un document qui nous engage mieux que d'autres documents pour lesquels on est prêt à se tuer. Donc, nous devons mieux l'apprendre. En tant que gouvernant d'aujourd'hui, en tant que gouverneur de demain. Et chacun de là où il est, aujourd'hui ou demain, doit pouvoir être en mesure d'interpeller ou d'interagir ou d'agir en conséquence. Il y a des leviers, la santé, l'éducation. On a eu l'école nouvelle. Après, on a eu l'école fondamentale, nouveau programme. Mais nous sommes où? De quelle école nous avons besoin? Voilà les grandes questions que normalement la vision 2060 doit porter. Or, elle est une vision générale. Quel mécanisme nous permet d'avoir quelle classe politique adaptée à notre manière de fonctionner? Les politiques sectorielles doivent pouvoir questionner nos anciennes méthodes de règlement pacifique des conflits. Autour de la vision, il doit y avoir les valeurs. Il y a une communication dynamique qui doit être contrôlée, c'est-à-dire une communication bien élaborée, bien inséminée et bien disséminée, mais surtout évaluée régulièrement par la possible. Et là, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. Ça se passe avec les médias. On doit pouvoir avoir une équipe de communication dynamique, avec des objectifs clairs, un cahier de charges précis, qui n'a rien à voir avec la politique du ministère du développement, qui est transversale et qui parfois peut être soumise aux objectifs politiques de l'instant. Or, la gestion de la vision ne doit pas souffrir un peu de ces contingences périodiques. Les médias ont un grand rôle à jouer. Encore faut-il que l'État puisse les y associer, pas dans les saupoudrages, on est habitué depuis des décennies, mais dans un truc assez cohérent qui permet d'atteindre effectivement les objectifs. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a célébré ses 30 ans et pour marquer cette étape, elle a réuni les grands noms de la régulation médiatique africaine autour d'un colloque international sur la régulation des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. En procédant à l'ouverture solennelle des travaux
Au nom du chef de l'État, la vice-présidente de la République rappelle qu'il est important pour les autorités de régulation d'adopter une nouvelle approche, de nouveaux outils et de nouvelles compétences prônant la coopération avec tous les acteurs. Maintenant, plus que par le passé, l'endiguement, la régulation médiatique des élections s'impose. Elle exige toutefois de vous, autorités de régulation, une nouvelle approche, de nouveaux outils, de nouvelles aptitudes ou compétences et de la coopération avec les acteurs des plateformes numériques, les journalistes, les acteurs de la société civile et les citoyens. Nous devons nous orienter vers une régulation inéluctablement multipartite des médias à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle en période électorale. C'est dire en termes clairs que l'arme qui menace aujourd'hui nos organes de régulation doit être comprise, maîtrisée et exploitée pour supprimer le péril naissant. La balle est donc dans votre camp, chers membres des instances régulatrices. Tout au long des journées du jeudi et vendredi, les 10 et 11 juillet 2025, les participants aux travaux ont pris part à des débats de haut niveau suite aux diverses communications. Parmi les thèmes centraux abordés figurent le rôle et la responsabilité du régulateur des médias à l'ère du numérique, l'impact du numérique sur la transparence des processus électoraux, ainsi que la contribution des acteurs de la société civile et des médias dans la lutte contre la désinformation électorale à l'ère de l'intelligence artificielle. Ces échanges fructueux ont permis aux différents acteurs de cerner les problèmes fondamentaux, une satisfaction partagée par le président de l'ARAC. Les questions pertinentes soulevées serviront de base à chaque autorité nationale de régulation de la communication, membre du RIAC, pour apporter des solutions concrètes aux défis de la régulation médiatique des élections à l'ère du numérique. Ce n'est pas les solutions qui sont les plus importantes, mais les bonnes questions. Et je crois que durant ces 2 jours, nous nous sommes posés, grâce à vous, les bonnes questions. Et nous avons beaucoup de solutions, croyez-moi. Nous avons compris tous le problème, et c'est le plus important. Chacun trouvera ses solutions. L'un des temps forts de ces ateliers a été le partage d'expériences nationales entre les différentes instances sœurs des régulations. Une opportunité précieuse pour les participants de mieux apprécier les défis spécifiques rencontrés dans des contextes variés. Chaque membre du RIAC est donc reparti avec un précieux bagage d'idées et de stratégies pertinentes pour mettre en œuvre une régulation efficace adaptée aux médias traditionnels et aux plateformes numériques. C'est donc ici le lieu pour nous, membres de l'espace RIAC, de mutualiser nos expériences et bonnes pratiques, d'encourager la création de conditions de partenariat entre nos institutions de régulation et les institutions de recherche pour faire de nos chercheurs des véritables acteurs de production d'outils adaptés à la régulation de l'information et de la communication dans un contexte de développement fulgurant de la technologie et intégrant nos spécificités culturelles et linguistiques. Ce colloque a posé les jalons d'une collaboration renforcée et d'une réflexion approfondie sur l'avenir de la régulation médiatique en Afrique face aux défis du numérique. On termine cette première séquence par les résultats du baccalauréat session de juin 2025 connus dans la soirée du mercredi 9 juillet. Le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva, parle de performances exceptionnelles et inédites. Après les délibérations, je voudrais dire que cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Le système éducatif a été métamorphosé par les réformes opérées dans le secteur. Tous les acteurs, enseignants, apprenants, parents,
structures de contrôle responsables à tous les niveaux ont été mises au travail. Je salue ma sœur, parce que moi j'ai fait le collège au pied aussi. Et de tous ces établissements sont sortis de valeureux bacheliers, nouveaux bacheliers. Nous pouvons en être fiers pour notre pays au vu de ce qui se passe dans l'environnement. Le chef de l'État nous montre que lorsque on est persévérant et rigoureux dans le travail, on peut réaliser de grandes choses. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Je savais que les résultats seraient bons, mais voilà, je vous les donne série par série. Série A1, 78,68% taux de réussite. A2, 74,96%. B, 81,26%. C, 82,77%. D, 72,95%. E, 65,63%. EA, eau et assainissement, 63,70%. F1, 27,51%. F2, 68,87%. F3, 62,69%. F4, 36,45%. G1, 71,85%. G2, 70,91%. G3, 60,75%. 73,02%, c'est le taux de réussite estimé sur le plan national. Le département de la Liborie a enregistré un taux de réussite de 60,55%. L'Atakora a connu un taux de réussite de 65,54%. L'Atlantique et le Borgou ont respectivement enregistré 78,13% et 70,94%. Le département des Collines, 70,30%, 77,95% dans le Koufou. La Donga et le Littoral enregistrent 65,57% et 73,47%. En ce qui concerne le mono, le taux de réussite s'élève à 76%. 70,76% pour l'OME. Le plateau fait un taux de 70,92% et enfin le Zou qui enregistre un taux de 75,38%. Félicitations donc aux nouveaux bacheliers. Le gouvernement a décidé de créer une agence de développement de l'élevage des ruminants adoptée en Conseil des ministres le 2 juillet dernier. Une décision accueillie avec satisfaction par les éleveurs qui espèrent un soutien technique renforcé. Le gouvernement veut insuffler une nouvelle dynamique dans le sous-secteur de l'élevage des ruminants. C'est dans le cadre de cette ambition que la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants, en abrégé ADER, est approuvée le 2 juillet en Conseil des ministres. Une initiative qui fait suite à la mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État lors d'une rencontre avec les acteurs. Ces derniers se réjouissent de cette nouvelle. C'est une très bonne décision, une décision à encourager et j'espère que ce sera une décision qui va impacter le quotidien des Béninois, tant pour ceux qui sont les éleveurs, tant pour les consommateurs. En fait, la demande de ruminants au niveau de notre pays est très grande, alors que l'offre locale n'est déjà pas satisfaisante. En marge de ça, une telle agence doit pouvoir
je l'espère, intervenir dans le circuit de l'élevage de telle manière à permettre à ce que les éleveurs en question puissent rentabiliser leur activité. Et cette agence qu'on est en train de créer aujourd'hui fait suite à de nombreuses actions phares que le chef de l'État a eu déjà à poser sur le terrain, notamment la mise en œuvre des projets d'État tels que le procès, le COSO, qui déjà sont un appui pour l'élevage, pour nous les éleveurs. Au-delà de ça, il y a eu déjà la création de le Haut Commissariat à la sédentarisation. Ensuite, nous avons la nomination du président de l'ANOPER comme chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs. La cerise sur le gâteau, le chef de l'État a reçu les éleveurs au palais pour les entendre, pour les écouter. Et je pense même que la création de cette agence-là est la mise en œuvre des engagements que le chef d'État avait pris vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces éleveurs-là. Les attentes des éleveurs sont énormes à l'endroit de cette agence. L'attente, c'est que les responsables de l'agence puissent travailler de concert avec les éleveurs. Que nous ayons désormais, à travers cette agence, une facilité à avoir de meilleurs reproducteurs. Vous voyez, une telle agence qui vous apporte des géniteurs, des types d'animaux qui produisent mieux que ce que nous avons sur le plan local, afin que des métissages puissent être faits, que ces animaux nous fournissent du lait, nous fournissent de la viande, que ces animaux soient beaucoup plus résistants. Ce serait à tout profit pour tout un chacun de nous. Les éleveurs n'ont pas les conditions favorables pour mener à bien leur activité. On n'a pas de couloir de passage, par exemple. On n'a pas des aires de pâturage. On n'a rien. On n'a pas même des points d'eau pour l'abreuvement. Et les bas-fonds qui devraient servir comme aires de pâturage sont pris d'assaut par les riziculteurs et les maraîchers. Faut-il le rappeler, cette nouvelle entité publique placée sous l'autorité du ministère de l'Agriculture est chargée de coordonner et structurer les interventions visant à stimuler la croissance des filières bovines, ovines et caprines. Elle a également pour mission d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer une meilleure synergie entre les différents acteurs et projets de développement. Toujours en lien avec le développement durable, le même Conseil des ministres a validé un projet de relecture de la loi cadre sur l'environnement. Adoptée il y a plus de 20 ans, cette loi s'apprête à faire peau neuve pour intégrer les nouvelles urgences climatiques. L'un des principes généraux inscrits dans la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin est de faire cesser toute pollution ou tout au moins en limiter les effets négatifs sur l'environnement. Malheureusement, plus de 2 décennies après, il se dégage un amer constat. Les dispositions de la réglementation en vigueur peinent à être respectées. La loi cadre, après une évaluation approfondie en Conseil des ministres de ce mercredi 2 juillet 2025, a révélé des limites s'agissant de son contenu jugé restrictif de l'encadrement des pollutions. Vous allez constater que ces temps-ci, il y a trop de chaleur. Et il y a la rareté de la pluie aussi. Il n'y a pas la pluie. Les animaux marins, par exemple, les tortues et autres, qui confondent les sachets qui sont rejetés dans la mer comme peut-être une proie et qui les avalent. La suite, on connaît, ces tortues meurent carrément. La plupart du temps, les pépinières se font dans des pots de sachets. Et lorsque vous voulez mettre ces plants-là sous terre et que vous n'enlevez pas ces sachets, les racines n'arrivent vraiment pas à évoluer sous la terre pour pouvoir puiser les nutriments nécessaires pour le développement de ces arbres. D'où l'optimisation de la gestion de certains compartiments de l'environnement qui étaient devenus nécessaires, de même que le renforcement des sanctions qu'encourent les contrevenants. Autrement, les préoccupations environnementales ont largement évolué, suggérant une actualisation du socle législatif pour une meilleure prise en charge de celle-ci. Moi, mon engagement est vraiment lié par rapport au fléau du sachet plastique. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé que ça change, qu'effectivement la mise en application, malheureusement, est-ce que la mise en application, c'est au niveau de l'Assemblée que ça va se passer? Je n'en sais rien. Peut-être que si on change la formulation même de la loi, parce qu'aujourd'hui on dit interdiction
de sachets non biodégradables. Peut-être que si dans la formulation, on dit interdiction de sachets plastiques au Bénin tout court, peut-être que ça va apporter quelque chose. Les innovations introduites au présent test sont relatives, notamment la prise en compte de l'économie verte, des changements climatiques, des produits chimiques dont le mercure, des déchets dangereux tels que ceux provenant d'équipements électriques et électroniques, l'implication les plus marquées des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile dans le cadre institutionnel de gestion de l'environnement au Bénin, l'intégration de nouvelles dispositions relatives à la gestion des déchets dangereux, les installations classées pour la protection de l'environnement, l'institution d'un système d'évaluation de gaz à effet de serre et la responsabilité sociétale des entreprises, une démarche appréciée par les acteurs du domaine qui toutefois suggèrent. Tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Il faut féliciter le gouvernement pour dire oui, ils ont pensé à l'amélioration de la loi cadre sur l'environnement. Il faut que cette nouvelle loi ne soit pas une loi de plus. Il faut veiller à son application, trouver les moyens, les ressources financières, humaines pour appliquer cette loi-là. Que tous les citoyens soient sensibilisés à l'environnement et n'attendent même pas une loi avant de s'occuper de la protection de l'environnement parce que, tel que l'a dit l'article 27, on dit tout Béninois, tout citoyen béninois a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Ça, c'est le citoyen, ça. Il n'a pas besoin d'une loi pour le faire. Mais l'État dit, moi, j'accompagne. Donc l'État doit protéger l'environnement. Quels sont les moyens dont dispose l'État béninois pour protéger l'environnement? Donc si ces deux catégories d'acteurs se mettent ensemble, l'environnement se portera mieux. Tous les regards sont tournés vers le Parlement pour examen et vote de ce projet de loi. Une autre décision fait parler d'elle, le gouvernement a levé l'interdiction d'exportation des produits vivriers. Soulagement chez les commerçants producteurs et experts agronomes qui espèrent ainsi mieux valoriser leur récolte et limiter les pertes. Quand j'ai appris cette nouvelle, je dirais que j'étais tellement content. Puisque la campagne est déjà passée, il y a beaucoup de producteurs et même des commerçants. Cela les a impactés négativement. Et il va dire que moi-même, en tant qu'ingénieur agronome, j'ai acheté des stocks, j'ai acheté des maïs, les sacs de maïs stockés jusqu'à l'heure actuelle. Le prix, vraiment, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Nous espérons peut-être que l'arrivée de cette nouvelle, ça peut apporter un plus dans le domaine du commerce. L'année prochaine, ça va vraiment aider la population. On peut aller vendre où nous voulons. Le producteur est libre de vendre où il veut, sur le marché où il veut. Et c'est là en ce moment, nous sommes sur le terrain de concurrence, quoi. Le producteur est libre de vendre librement. Il peut fixer le prix qu'il veut. Il peut aller vendre où il veut, à tout moment. Donc ça peut beaucoup aider. Nous tous, nous sommes contents. Les commerçants sont contents, les paysans sont contents. Donc ça va nous permettre de bien mener notre commerce. Parce que si on est sur place, le paysan qui a fait son champ ne peut pas trouver l'argent de l'engrais pour pouvoir reprendre. Beaucoup ont déjà vendu et ils sont en perte. Mais comme la voie est ouverte, si ça peut être comme ça pour l'année prochaine, s'il peut les permettre à vendre leurs produits partout, chacun veut, c'est bon. Avant, l'État avait refusé de ne pas faire sortir les produits agricoles. Donc ça fait que la plupart de nous qui essayent de faire les travaux agricoles, ça nous a un peu découragés. Comme l'État a pris la décision maintenant et il a dit qu'on peut faire sortir les produits agricoles, donc c'est quelque chose qui est très très bon. Donc si je veux, et là où je vois que le prix est élevé, c'est là que je vais amener mes marchandises. Pour le ministre conseiller Gilbert Déoumalé, cette autorisation n'est plus qu'une mesure technique, c'est un levier pour l'intégration économique sous-régionale. Ces explications renforcent l'idée d'une politique économique cohérente et ouverte. L'interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire béninois est arrivée à terme. Une note officielle du ministère de l'Industrie et du Commerce adressée au ministère de l'Intérieur en date du 23 juin 2025 confirme la fin de cette mesure.
invité sur votre émission L'Entretien du dimanche dernier, le ministre conseiller Gilbert Déoumalé évoque les raisons d'une telle décision. Les paysans ont l'habitude, par exemple, de stocker leurs produits. Le maïs surtout. Et quand ça devient cher, ils vendent. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, le maïs est cher, après ça chute. Alors, s'ils ont des stocks, c'est terre à terre, hein, ils ont des stocks là, qui n'arrivent pas à écouler. Et on rentre dans une nouvelle, comment vous appelez ça, période de production. Les stocks vont s'accumuler. Dans la planification, on a dit, si on permet, avec ce qui se passe ailleurs là, à côté, si on permet que les produits sortent comme ça, on risque d'en souffrir. Il faut freiner. Comme nous avons freiné, les béninois mangent à leur faim. Et on se rend compte qu'il y a d'autres productions qui arrivent. C'est normal qu'il faut liquider ce qui est là. Le fait d'avoir libéré ne nous crée pas de problème. Ça, au moins, c'est sûr. Parce que au niveau du ministère de l'Agriculture, tout se planifie. Les mesures prises au niveau du soja et du noix de cajou sont aussi abordées par l'invité. À ce niveau, je voudrais préciser que ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Et si le gouvernement doit intervenir, c'est pour demander, il faut revoir le prix parce que si vous faites ça, les populations auront des problèmes. Ça, le gouvernement peut négocier ça. Mais ce n'est pas le gouvernement qui fixe le prix. Et depuis qu'on a commencé par communiquer sur cette affaire, les graissements des dents ont diminué. Avant même que le paysan n'ait produit, le gouvernement a déjà fait une subvention. Je prends l'engrais. Ailleurs, à côté, je ne vais nommer aucun pays, c'est à 28 000. Au Bénin, c'est à 17 000. Oui. La différence là, c'est l'État qui paye. On va prendre l'engrais sur le même marché international. Donc, la différence entre les 11 000 là, c'est comme sous forme de subvention. Ça veut dire quoi? Que l'État a déjà donné quelque chose aux paysans, n'est-ce pas? Alors, ce paysan va utiliser la subvention de l'État qui découle des impôts que nous payons. Et on subventionne la production. Mais une fois le produit arrivé à maturité, on autorise le paysan à aller vendre ailleurs. Il n'y a pas un souci? Il y a un souci. Cette décision constitue, selon le ministre conseiller, un soulagement pour les producteurs, transformateurs et commerçants de vivriers dont les activités avaient été affectées par la mesure de restriction. Elle pourrait, précise-t-il, donc ouvrir la voie à une reprise des flux commerciaux vers les pays voisins et offre de nouvelles perspectives aux acteurs agricoles. Univers numérique, la HAC veut aller plus loin dans la régulation. Le secrétaire général de l'institution annonce une réforme des réseaux sociaux pour lutter contre les abus, dérives et désinformations. Citoyens, influenceurs et sociologues saluent une initiative qui vise à faire du digital un espace de responsabilité. Aujourd'hui, il y a trop de fausses informations sur les réseaux. Et moi, je vois que c'est mieux de sanctionner les gens qui viennent publier des fausses informations sur les réseaux. Face à cette multiplication des dérives constatées sur les réseaux sociaux, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC envisage une réforme en profondeur pour mieux encadrer ce secteur en pleine expansion. Cette volonté a été exprimée par François Aoudo, secrétaire général de l'institution, lors d'une interview accordée à un média de la place. L'objectif est d'établir un cadre réglementaire adapté aux réalités actuelles afin d'encourager un usage plus responsable des plateformes numériques. Une démarche saluée par des citoyens. Les réseaux sociaux ont été finalement, consciemment ou inconsciemment, pestiférés. Pestiférés, et c'est devenu même un risque pour les gens qui se font coffrer pour rien du tout. C'est devenu comme une âme blanche. Je crois que c'est à justice qu'il a réfléchi à ce que cette histoire-là soit régulée. C'est une très bonne décision. Ce qui se passe n'est pas bien. Je crois qu'il n'a qu'à réfléchir, aller beaucoup plus en profondeur et penser déjà à l'intelligence artificielle
Surtout que nous allons vers les élections générales en 2026. Il faut très vite encadrer tout ça. Mais si avec TikTok, les gens vont faire de n'importe quoi, mais pourquoi ne pas supprimer? Moi, c'est mon avis. Quand il n'y avait pas de TikTok, mais on vivait bien. Les enfants sont bien éduqués parce que les enfants ne vont pas sur des réseaux, voir des femmes nues. On voit aujourd'hui plein de choses, plein de choses qu'on voit, ce qui n'est pas bien. Les gens qui envoient des mauvaises informations, soit on les arrête ou on sanctionne leurs numéros. Bon, c'est mon avis. Parce qu'aujourd'hui, tu vois même les petits enfants sur TikTok et qui regardent de n'importe quoi et puis plein de choses. Et je pense que c'est une bonne chose. De certaines réformes. Il y a certaines dérives sur les réseaux sociaux, il y a certaines choses, il y a certains posts. Personnellement, quand je vois des jeunes femmes qui dansent nues, il y a eu un challenge un temps où il fallait se connecter sur TikTok et regarder des femmes qui dansent nues. Pour moi, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Et si effectivement au Bénin, il peut y avoir une certaine réforme dans ce secteur-là pour limiter ce genre de choses. On n'a pas besoin d'exposer des enfants à des choses pareilles. Il faut un minimum en fait de valeur en fait dans le contenu qu'on produit. Et voilà, comme moi je disais, s'il peut y avoir des réformes dans ce secteur-là, je pense que c'est pleinement positif, bien que je travaille sur les réseaux aussi. En mettant certaines limites, ça empêche en fait les créateurs de contenu eux-mêmes d'aller au niveau de certaines dérives. Et donc, voilà quoi. En ce sens-là, ça limite vraiment les consommateurs. Ça limite. On ne peut pas regarder quelque chose auquel on n'a pas accès sur les réseaux. Le sociologue Rodrigue Mochor partage ce point de vue en soulignant que les réseaux sociaux initialement conçus comme outils de socialisation sont désormais devenus des lieux de déviance, contribuant à la diffusion de nombreux vices. Il est important de réguler. De réguler parce que les réseaux sociaux, voire les médias sociaux, ont favorisé une certaine déviance, que nous appelons e-déviance, déviance numérique. Ça a favorisé l'e-prostitution. Il y a des réseaux sociaux où on ne fait que ça. D'accord? Il y a des réseaux sociaux où on apprend à voler. Pire, vous avez vu tout ce qu'on a noté ces dernières années par rapport à la cybercriminalité. Donc, des infractions qui sont développées par le biais du numérique. Quand on est dans cet espace-là, dans cet environnement-là, dans cet écosystème-là, où ce qui est prévu pour créer l'harmonie, créer des déviances, on doit réguler, on doit harmoniser. Donc la régulation est importante, surtout que les valeurs qui sont développées ne sont pas des valeurs socialement partagées. Il est important d'intégrer, de voir clair ce qui se passe pour que l'harmonie recherchée dans la société, pour que les valeurs que la société défend, qu'on puisse aller vers ces valeurs-là. Parce que c'est vrai, on ne refuse pas la liberté, mais il faut la liberté qui permet à chacun de mieux se sentir avec l'autre dans un esprit de responsabilité. La refonte réglementaire en cours vise à intégrer les réseaux sociaux et les influenceurs dans un champ médiatique officiel avec l'élaboration d'un règlement intérieur strict adapté aux réalités numériques actuelles. Une étape indispensable pour garantir un usage esthétique, responsable et encadré de ces plateformes désormais incontournables. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican salue également cette initiative. Pour lui, même les amphithéâtres n'échappent pas à la rigueur journalistique. On peut les gens influenceurs. Qui influence qui? Mais le contenu de leur propos doit être régulé. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi existe, la liberté existe, et c'est dans le respect de la loi. La HAC est là pour gérer, pour réguler tout ça là. Donc, elle décide de le faire. On doit se mettre en ordre. C'est un travail qui aurait dû commencer depuis 20 ans, depuis 15 ans, 10 ans. Il ne s'agit pas de brimer quelqu'un. Il s'agit de rappeler les têtes. Et pour conclure, une autre mesure de clarification dans le secteur éducatif, le ministère de l'Enseignement secondaire a publié une note de service datée du 23 juin précisant les profils d'enseignants éligibles aux indemnités d'heures supplémentaires. Une annonce perçue comme une mesure d'ordre qui devrait aider à mieux encadrer les pratiques dans les établissements scolaires.
C'est une note de service qui vient rappeler l'essentiel dans le monde de l'enseignement secondaire. Le 23 juin 2025, le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a officiellement transmis une instruction aux directions départementales afin de préciser les profils d'enseignants éligibles aux indemnités d'heures supplémentaires en conformité avec les tests réglementaires en vigueur. L'attribution des heures supplémentaires est encadrée par des arrêtés ministériels qui tiennent compte du statut, de la fonction et de l'activité du service d'enseignement dans chaque établissement public. La note vient donc réaffirmer les critères d'éligibilité en classant les bénéficiaires en 3 catégories: les enseignants titulaires affectés et en situation de classe, les gestionnaires comptables, les personnels administratifs en fonction pédagogique. En d'autres termes, cette note vient situer clairement chaque acteur du système sur ses droits et obligations. Une clarification accueillie favorablement par les professionnels du secteur. Les heures supplémentaires, c'est des résidus qui restent après avoir servi, ceux qui sont des ayants droit. Les ayants droit, c'est qui? Ce sont d'abord les FE, c'est-à-dire les APE, les ACDPE et les AME. Si ceux-là sont servis, le reste des heures, on peut les prendre et les distribuer à ce qu'on appelle administratif. Tant que cette situation n'est pas réglée, c'est qu'un administratif n'a pas droit à une heure. Cette note-là vient éclairer, c'est-à-dire vient situer chacun de nous pour qu'on comprenne réellement ce que c'est que les heures supplémentaires. Parce que souvent, on court, après on dit, bon, nous voulons prendre des heures supplémentaires parce que non, il faut d'abord servir ceux qui sont payés par l'État et c'est après maintenant ce qui reste, vous pouvez prendre. Tant que les autres ne sont pas servis, nous qui sommes administratifs, là, on n'a pas droit à des heures. Et c'est bien précisé. Le censeur peut prendre, le directeur peut prendre, le censeur adjoint, le surveillant général aussi adjoint, c'est-à-dire le surveillant général adjoint. Cette note vient rappeler que les heures supplémentaires sont un droit réglementé, non une faveur accordée. Ceux qui peuvent prétendre percevoir des indemnités d'heures supplémentaires sont des enseignants qui ont exécuté des heures au-delà de celles qu'ils doivent normalement exécuter par semaine. C'est important de le dire parce que les heures supplémentaires ne sont pas payées par plaisir ou bien par affinité, mais on les paye effectivement aux ayants droit. Lorsque nous prenons les instituteurs et les instituteurs adjoints de l'enseignement technique, ils peuvent prétendre et percevoir des indemnités d'heures supplémentaires lorsqu'ils ont par semaine exécuté des heures qui dépassent le quota horaire hebdomadaire qu'ils doivent exécuter conformément aux tests en vigueur. La course aux heures est en fait une stratégie d'accessibilité aux avantages, notamment lors des sessions d'examen, puisqu'être correcteur suppose d'avoir encadré une classe. Certains personnels non enseignants s'arrangent parfois pour apparaître dans les répartitions. Résultat, un déséquilibre fonctionnel dans les établissements. Courir derrière les heures, c'est quoi? Parce que de nos jours, surtout au BPC, pour aller à la correction, il faut avoir une classe nécessairement. Donc c'est pour ça que les administratifs courent après les heures, pour pouvoir aller corriger. Parce que l'éduc master là, quand on n'a pas une classe, quand on n'a pas d'heure, c'est que bon, tu n'es pas pris en compte dans la correction. Ton nom ne sort pas. Donc c'est pour ça que les administratifs courent. Mais ils doivent comprendre que l'État est là, il paye des collègues, il paye des enseignants pour un travail, donc ils doivent être servis d'abord. Si on les sert maintenant, si ça reste, c'est tant mieux. Ça ne reste pas bon. L'administratif doit se contenter de ça, il n'y a pas de souci. Ça vient régler beaucoup de choses. Et c'est clair dans l'esprit de chacun de nous. On n'avait pas exigé que l'administratif ait une classe avant d'aller corriger. Bon, là peut-être que ça n'allait même poser aucun problème. Avant, ce n'était pas ça. Mais il y a des réformes qui se font, ce qui est bien. En fin de compte, la note ministérielle du 23 juin 2025 vise à rétablir la rigueur administrative dans l'attribution des heures supplémentaires, une harmonisation devenue urgente pour que l'école publique continue de jouer son rôle dans un climat propice. C'était l'Actu en 7.